Cette table ronde s'intitule « Secours et réforme territoriale ». Vous n'êtes donc pas sans savoir qu'une réforme territoriale a été engagée, une de plus pourront dire les plus sceptiques peut-être. Cette réforme territoriale que je vais très peu résumer puisque le sujet est très vaste, vise entre autres à redécouper le territoire français, notamment au niveau des régions, et à réduire le nombre de régions, et puis également à redistribuer ou à distribuer nouvellement les compétences des différents territoires. Donc sont présents sur cette table ronde, alors je vais la représenter, donc Madame Michèle Merly, préfet honoraire, qui est également présidente du Comité national de protection civile, et puis à sa gauche, que je ne me trompe pas, le docteur Patrick Erdgen, qui est, alors attendez, je regarde dans mes notes, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et puis à sa gauche également, Monsieur Thierry Chiffano, qui est président de la Fédération nationale des transports sanitaires. Alors, je vais faire une introduction restrictive. Vous l'avez entendu, sont présents autour de la table 3 personnes. La réforme territoriale, la redistribution des compétences, notamment au niveau du système de secours, va forcément impacter plus de monde que 3 personnes, plus également d'organisations que les 3 organisations, si tant est qu'on puisse considérer que le Comité national de la protection civile soit impacté par cette réforme territoriale, peut-être, cela dit. Voilà, donc on ne va pas partir dans un débat, on va plutôt essayer de comprendre le point de vue des uns et des autres, les opportunités de cette redistribution, les craintes peut-être, et puis fort de cette crainte, peut-être les bonnes idées qui pourraient en ressortir. Voilà. On a 1 heure, un petit peu moins maintenant, on a 3/4 d'heure, c'est un sujet qui est à la fois vaste mais également un petit peu flou. Donc si vous avez des questions, même juste après l'intervention de un tel ou un tel, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole et on va essayer de maximiser l'interaction. Voilà. Madame Merly, je vais vous donner la parole en premier. Peut-être pour que vous nous... aux introductions. Ouais, tout à fait. Préposer aux introductions, c'est exactement ça, mais c'est lié à votre comment dire, grande expérience sur le sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être... Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une vision de ce qui va changer ou éventuellement une vision de ce qui ne devrait pas changer, des fondamentaux peut-être de notre système de sécurité civile et de secours ou de soins au sens large? Alors, je crois qu'il ne faut pas anticiper sur des décisions qui reviennent à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui reviennent au pouvoir public. Donc, cette discussion sur la réforme, elle est en cours, elle n'est pas encore complètement achevée. Donc, ce qu'il faut, c'est que, quoi qu'il en soit, on puisse en tirer le meilleur pour ce qui concerne les secours à personne, pour ce qui concerne la protection des populations. Et je pense que ceux qui sont autour de cette table, autant que ceux qui sont dans la salle, autant que toutes les associations et tous ceux qui sont ici à Secours Expo, que nous soyons très attentifs à faire en sorte que cette formidable capacité de notre pays à porter secours, capacité qui s'exerce d'ailleurs autant sur notre territoire qu'en dehors de notre territoire, puisse être sauvegardée, car je crois que nous avons dans notre pays l'immense chance d'avoir en matière de secours une organisation qui est tout à fait professionnelle, qui est tout à fait efficace et qu'il nous faut saluer et qu'il nous faut remercier. Et je trouve personnellement qu'on ne les remercie jamais assez. Ça, c'était quand même un point auquel je tenais pour dire qu'il y a quelque chose qu'il nous faut sauvegarder. C'est que nous avons dans cette organisation un squelette. Ce squelette, c'est que nous avons un DOS et un COS, un directeur des opérations de secours et un commandant des opérations de secours. C'est une organisation qui, sur le terrain, fait qu'il n'y a pas de difficulté dans l'action et qu'il y a, à partir de ça, pour peu que l'on mette en œuvre ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire la cohérence de l'intervention, la connaissance réciproque des uns et des autres, sur la base de cette structure, de cette colonne vertébrale, nous pouvons continuer à construire des interventions de grande qualité. Un deuxième point sur lequel... Alors, donc ça, il faut veiller à ce que ce soit bien sauvegardé à travers les évolutions nécessaires sur le plan de l'organisation territoriale. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, quoi qu'il en soit, dans les années à venir,
nous allons avoir plus de demandes en matière de secours à personne, de protection civile, et que nous aurons moins de moyens pour y répondre. Nous aurons moins de moyens financiers et nous aurons des moyens humains qu'il sera de plus en plus difficile à mobiliser. Donc il nous faut nous organiser là aussi pour que notre réponse soit mieux organisée encore, plus articulée et très claire vis-à-vis de la population. Pourquoi est-ce que nous avons plus de demandes? Parce que nous avons une population qui vieillit, donc qui a des attentes encore plus grandes en matière de secours. Je rappelle que bon an, mal an, nous avons 20 000 personnes qui meurent du fait de la vie quotidienne, que c'est un nombre qui est plutôt en augmentation et que ces 20 000 personnes qui meurent du fait de la vie quotidienne, du fait des accidents de la vie quotidienne, en réalité, chaque année, ça génère encore plus de besoins d'intervention et de secours. Et que par conséquent, comme on est plutôt dans une évolution qui va vers un vieillissement de la population, nous avons aussi une évolution du climat qui fait que malheureusement nous connaissons chaque année plus d'accidents liés aux tempêtes et qui ont des conséquences assez graves, parfois très lourdes, quelquefois tout à fait dramatiques. Nous avons aussi des crises qui peuvent être moins graves mais qui sont récurrentes, c'est-à-dire nous avons des crises, par exemple on l'a vu en début d'année, nous avons des crises de climat qui font qu'on a des milliers de véhicules qui sont bloqués sur les autoroutes, et comme nous avons aujourd'hui des citoyens qui se déplacent et qui oublient qu'il peut faire froid l'hiver, qu'on peut être bloqué, qu'il faut des couvertures, cela oblige finalement les services de secours à venir à la rencontre de ceux qui un petit peu légèrement sont partis croyant qu'ils allaient pouvoir arriver en quelques heures sur un lieu de vacances. Mais il y a aussi, il faut le prendre en compte, depuis, on en a douloureusement vécu les choses en début du mois de janvier, c'est que nous avons aussi à affronter des risques terroristes qui sont très présents. Et face à tous ces risques, il est absolument impératif que, quelles que soient les décisions qui seront prises dans le cadre de la réforme territoriale, ces dispositions ne mettent pas en péril l'excellence de l'organisation que nous avons sur le terrain, organisation qui fait ses preuves partout sur notre territoire, qui doit être sauvegardée. Je peux vous assurer que nous sommes très nombreux à veiller à ce que ce bon fonctionnement puisse continuer dans le temps. Ne pas mettre en péril l'excellence de notre système, ça résume bien, je pense, tout ce que vous venez de nous dire. Docteur Erdjen, d'une certaine manière, Madame Merli a fait une liste de courses, une liste au Père Noël pour sauvegarder cette excellence. Alors, sans faire ce parallèle trivial, du point de vue de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, quels sont les souhaits par rapport justement à cette réforme territoriale, vue des pompiers, vue des SDIS? Alors, vu des sapeurs-pompiers, en premier lieu, on est toujours ravis d'entendre l'hommage qui vient d'être formulé et qui, d'une manière générale, décevant parce qu'on bénéficie d'une cote de popularité qui, parfois, est un inconvénient. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Parfois, c'est un inconvénient parce que quand tout le monde vous porte sur un piédestal, on peut avoir tendance à se laisser un petit peu aller, à considérer que tout va bien et que quoi qu'on fasse, on va être content de nous. La réforme territoriale nous porte à nous interroger un petit peu plus encore sur ces sujets-là qu'on appelle de la gouvernance. Il y a encore 2 ans, avant qu'on parle vraiment de cette réforme territoriale, on parlait de gouvernance dans nos sujets. Et puis on disait, le président de la fédération notamment disait, plus d'État auprès des SDIS, plus d'élus locaux à l'État dans les administrations centrales. C'est toujours vrai. Aujourd'hui, on le dit sur un mode un peu différent, parce que sur un mode qui est éclairé par ces réformes-là, qui sont en cours, et ça a été souligné, et vous avez raison de le souligner, puisque tous les jours, cette construction législative, et puis ensuite cette construction réglementaire qui suivra, tous les jours, cette construction législative vient bouger un petit peu. Je viens d'apprendre tout à l'heure qu'un amendement parlementaire venait apporter un petit tempérament à l'obligation d'installer un détecteur. Aujourd'hui,
il faut que le 8 mars, on ait installé un détecteur ou qu'au moins on ait fait la preuve qu'on a engagé une action. Tous les jours, ce qu'on construit peut être amené un petit peu à dévier. Sur la réforme territoriale plus précisément, dans l'historique des sapeurs-pompiers, on est parti du local pour monter vers le national, on va dire. Les corps de sapeurs-pompiers, initialement, étaient des corps communaux, avant même qu'ils soient organisés d'une manière extrêmement précise, comme c'est aujourd'hui. Et puis, c'est beaucoup plus tard, bien sûr qu'il existait déjà une réglementation, on portait un même uniforme, il y avait des normes sur les équipements, il y avait un règlement d'instruction et de manœuvre qui était le même partout, qui est toujours le même partout, et qui explique comment doit-on opérer. Mais ce n'est qu'il y a 15 ans qu'on a eu un découplage entre l'échelon opérationnel, qui est le centre d'incendie et de secours, et l'échelon de gestion, qui est l'administration publique en charge de la gestion des sapeurs-pompiers. Je ne parle pas que du rôle du DOS, je parle aussi de l'échelon de gestion. Donc le DOS, le maire ou le préfet existe depuis longtemps et nous sommes, je le dis par parenthèse, tout de suite, nous sommes très attachés au maintien de cette autorité. Et je dirais dans peu de temps que la dispersion qu'on observe lorsqu'on voit le rôle d'autres, je vais le dire clairement parce qu'on est entre nous, lorsque je vois que le rôle qu'on attribue parfois à un DG d'ARS vient un petit peu glisser sur le rôle du DOS, on dit attention, ne mélangeons pas l'administration de la santé publique, des politiques publiques de santé, qui aujourd'hui sont portées par une architecture qui est celle des ARS, ne mélangeons pas ça avec ce qu'on appelle l'autorité de police administrative, l'exercice de la police administrative, qui relève du DOS, du préfet, fut-elle accompagnée de moyens santé. Elle relève du DOS. Et nous y sommes très attachés, non pas pour un point de vue fondamental, non pas parce qu'on fait du droit public le soir avant de se coucher par coquetterie, mais parce que ça a des conséquences opérationnelles directes. Donc sur ce point, nous sommes très attachés à ce que le DOS reste le DOS. Je ne vais pas minimiser le rôle du maire, mais en tout cas je vais m'étendre un peu plus sur celui du préfet territorial, parce que c'est à cet échelon-là, notamment en dehors de l'opération de secours, qu'interviennent les décisions en termes de planification et de prévision opérationnelle. Mais ce découplage entre l'autorité de gestion des sapeurs-pompiers et l'unité élémentaire opérationnelle qui est le centre d'incendie et de secours, elle date de la loi de départementalisation. Et donc c'est en 2000 que partout en France, on a des services départementaux d'incendie et de secours. Alors c'est quoi le sujet? C'est pas de réfléchir sur l'échelon opérationnel, parce que l'échelon opérationnel, il demeure le centre d'incendie et de secours, avec les enjeux du maillage territorial. Aujourd'hui, on est passé en dessous de la barre des 7300 centres d'incendie et de secours. C'est un enjeu majeur de conserver une couverture territoriale. Et l'enjeu, deuxièmement, il est sur ce rôle de l'État et du représentant de l'État qui est le préfet dans le département. Et ça n'a pas vocation, à court ou moyen terme, à changer, semble-t-il. En revanche, l'échelon de gestion des ressources, les ressources humaines, bâtimentaires, les grandes orientations, les grandes décisions-là, cet échelon-là doit être pertinent. Aujourd'hui, il est porté par un établissement public, le SDIS, et cette excellence dont vous parlez, moi je vais parler au moins sinon d'un miracle, du moins d'une organisation un peu singulière et finalement porteuse de beaucoup d'avantages. Lorsque vous avez cette mixité entre le rôle de l'État, qui est le pilote opérationnel, et le rôle des collectivités territoriales, qui est l'autorité de gestion, vous réalisez ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire un mix, si on veut parler moderne, un équilibre harmonieux entre la proximité dont nous avons besoin pour ce maillage territorial, et en particulier lorsque les 4/5 de nos ressources, les 2/3 de notre activité sont le fait de sapeurs-pompiers volontaires. Nous avons besoin de ce lien avec les territoires, parce que le volontariat, ça ne se décrète pas, et on le voit bien, ça ne se décrète pas, mais ça se construit, ça se vit avec les territoires, avec les élus. Et par parenthèse,
on voudrait peut-être que les communes et les intercommunalités retrouvent une place qui a été un peu dissipée avec la départementalisation. C'est peu de représentation dans un conseil d'administration de SDIS, et nous pensons que la réforme des intercommunalités est peut-être de nature à retrouver ce lien-là. Donc, cette dissociation et cette réunion entre l'échelon local dont nous avons besoin et aussi une doctrine opérationnelle un peu plus homogène que celle que nous observons aujourd'hui. Au mois d'octobre dernier, le ministre de l'Intérieur a mis les choses au point dans une table ronde, un peu comme celle-ci, un tout petit peu plus dimensionnée, et a mis les choses au point très clairement en disant qu'il entendait bien que l'État prenne sa place, et peut-être, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin en tout cas la reprenne un tout petit peu parfois, lorsque ici ou là on tendait à dire qu'il y avait une seule autorité sur les sapeurs-pompiers, c'était celle des établissements publics gestionnaires. Donc à ce jour, nous n'avons pas la solution, elle ne nous revient pas. Il ne nous revient pas de se substituer au pouvoir législatif, et il ne nous revient pas de dire les députés devront, enfin les parlementaires plus largement, devront organiser les choses ici ou là. Mais notre position, elle consiste à dire nous sommes attachés à ce qu'on ne fragilise pas outre mesure cet équilibre qui existe et qui doit se poursuivre et qui doit peut-être être renforcé là où il doit l'être, entre un échelon territorial local qui nous permette de gérer des corps départementaux au mieux de la ressource, et notamment de la ressource humaine, mais aussi un échelon de politique opérationnelle, de gouvernance opérationnelle, qui a probablement besoin d'être renforcé, et je vais achever avec cela, d'être peut-être mieux corrélé avec les autres acteurs publics. Quand des agences régionales de santé ont naturellement une compétence régionale, c'est leur terme, que le délégué territorial dans le département n'a quand même pas beaucoup de pouvoir, on va dire les choses. Il est un échelon important parce qu'il est là pour recréer d'ailleurs ce lien avec le département, mais ce n'est pas lui qui conduit la politique. Quand vous avez ce découplage entre des départements de 2 à 6 dans une région, vous avez des difficultés. Quand vous voulez discuter, je ne parle que des ARS, je ne vais pas parler d'autres administrations, mais quand vous devez conduire une politique entre 6 départements et une agence régionale, c'est très compliqué. Donc nous n'avons pas la solution, et si nous l'avions en tête, nous ne serions pas légitimes pour dire il faut faire comme ça. En revanche, ce que nous disons, et nous adhérons en cela fortement à ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur il y a quelques mois au dernier congrès à Avignon, c'est nous attendons de l'État qu'il prenne peut-être plus fermement cette position de pilote opérationnel, pas uniquement au moment de l'opération de secours, pas uniquement au moment où le DOS va dire vous privilégiez ci ou ça, ou vous faites la part du feu comme ci ou comme ça, mais dans la conduite opérationnelle et dans la conduite de la doctrine opérationnelle. Et je vais achever avec ça. Le ministre a indiqué concernant le secours aux personnes, là je parlais de manière tout à fait générale, mais sur le secours aux personnes notamment, après la publication de la circulaire conjointe que nous attendons Intérieur Santé, il est également question, et nous y sommes très favorables, qu'une doctrine nationale concernant le secours d'urgence aux personnes soit définie par le ministre de l'Intérieur. Merci docteur. Est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite réagir ou poser une question avant que je continue avec Thierry Schifano? Bien, monsieur Schifano, vous représentez des acteurs privés. Est-ce que les propos de Madame Merli et puis du docteur Erdgen font écho à des préoccupations qui sont celles des sociétés que vous représentez, ou est-ce que l'enjeu ou les enjeux de la réforme territoriale sont plus marginaux pour donc les acteurs du transport sanitaire? Alors, moi, je vais aller sur un autre volet, et non pas que sur le secours, puisque on est vraiment un acteur de l'urgence hospitalière. Et je pense que la réforme territoriale peut être une opportunité forte pour réorganiser le secteur de l'urgence hospitalière et seulement du secours. Je ne parlerai pas du secours en tant que tel,
Par contre, il y a une frange d'activité où nous nous retrouvons tous. Sapeurs-pompiers, marins-pompiers, transporteurs sanitaires, centre 15, médecins libéraux, SMUR. On se trouve à l'intérieur de tout cela. Aujourd'hui, le système que nous avons, à notre sens, arrive à son terme. Nous ne pouvons pas continuer à empiler les organisations telles que nous les avons. Nous devons travailler de façon différente. Et cette opportunité de la réforme territoriale, même si elle n'impacte pas nos entreprises, puisque nous, notre lien direct sont les caisses d'assurance maladie, pour tout ce qui est partie rémunération, qui est les ARS pour notre participation à l'urgence préhospitalière et notre association avec les centres 15 pour organiser cela. Par contre, ce système-là, comme je vous dis, arrive en bout de souffle. Prenons l'opportunité de ces réformes territoriales pour aborder ce sujet-là, non pas sur le sujet de la gouvernance telle que vous l'exprimez, non pas sur l'histoire du secours tel que vous l'exprimez, mais regardons de la modification totale du modèle économique du secours à la personne et de l'urgence préhospitalière. C'est là que nous croyons tous nos efforts pour pouvoir amener, et on a une opportunité qui ne se reproduira pas tous les 15 ans. Docteur Ergen, est-ce que ce que dit Thierry Schifano va dans le même sens? Alors même si on l'a entendu, il appréhende le sujet de manière beaucoup plus globale, mais c'est évident, étant donné la fédération qu'il représente, les acteurs dépassent uniquement le monde des sapeurs-pompiers. Est-ce que, pour garantir l'excellence opérationnelle qui a été soulignée par Madame Merly, en plus d'une réforme territoriale, en plus d'une redistribution des rôles, alors de l'affectation de la responsabilité des rôles, est-ce que les acteurs qui transportent, alors je vais le dire de manière très triviale, hein, est-ce que les acteurs qui transportent des personnes malades d'un point A à un point B, alors que ce soit sur du transport primaire, que ce soit sur du transport secondaire, sur du planifié, du pas planifié, de l'urgence, j'en passe et des meilleurs, est-ce que toutes ces personnes-là doivent se remettre autour d'une table, réfléchir de manière opérationnelle pour porter des propositions qui feraient partie d'une réforme territoriale? Oui, il a raison, mon voisin. Les gens, ils se moquent un petit peu de savoir quel est l'échelon de gestion des services d'incendie et de secours. Ils se moquent un peu de savoir si les fonctions support seront réparties dans le département, dans la région, dans des zones. Ce qu'ils attendent, c'est d'avoir un service qui viendra répondre le jour où il va se passer quelque chose. Je le disais tout à l'heure, notre boulot, c'est d'organiser un système qui apporte la meilleure réponse. Jusqu'à il y a peu de temps, on mettait toujours plus de moyens à mesure qu'on était plus sollicité. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Transporter une personne malade ou une parturiente d'un point A à un point B, c'est la mission des transporteurs sanitaires. C'est un pompier qui vous le dit. On n'est plus sur une logique de concurrence telle qu'on a pu comprendre, telle qu'on a pu avoir. Porter secours, distribuer des secours, quand il y a une action de secours à porter. Une action de secours, c'est des gestes. Ça peut être aussi un bilan d'urgence plus ces gestes. Mais quand il y a une action de secours à porter, c'est les sapeurs-pompiers. Il y a une articulation qui, à notre avis, est encore en défaveur des ambulanciers, parce que très clairement, dans notre activité, parce que c'est compliqué de définir précisément, surtout à l'appel, la situation exacte, à faire qui peut le plus, peut le moins, on envoie beaucoup de secours pour des choses qui sont en premier lieu du transport sanitaire. Donc notre position, elle n'est pas de dire on veut en gratter le plus possible et profiter de cette réforme pour amener le plus possible la couverture à nous. Elle est de dire on veut distribuer les secours à chaque fois qu'on aura besoin de secours. On veut être capable de continuer à le faire partout sur le territoire. Et c'est compliqué, c'est pas compliqué dans les centres urbains. C'est compliqué quand on est dans des zones difficiles. Soit parce que c'est éloigné, soit parce que c'est peut-être un peu urbain, mais c'est compliqué. On veut pouvoir continuer à le faire. Et pour le faire, il faut se recentrer sur notre mission, là où elle est pertinente. Là où il est pertinent de mettre 3 personnes, là où il est pertinent d'avoir certaines exigences en termes de capacité physique, en termes de matériel, en termes d'équipement. Et là, on est dans une logique où cette charge-là, parce que c'est une charge, ça coûte de l'argent, elle doit être affectée de la manière la plus efficiente possible.
Mais les opérateurs privés, que sont les ambulanciers, les transporteurs sanitaires, probablement pourraient être beaucoup mieux utilisés. Tout à l'heure, on nous présentait un système de géolocalisation des ressources pour les affecter le mieux possible. Je pense qu'on n'est pas dans de la concurrence, on est dans de la complémentarité. Les sapeurs-pompiers ne veulent pas faire du chiffre, ils ne veulent pas sortir pour sortir et pour transporter tout ce qui bouge ou tout ce qui ne bouge pas. Ils veulent faire une mission de secours et l'articuler correctement avec des transports sanitaires qui peuvent également être urgents. Je ne parle pas des transports sanitaires non urgents programmés, qui sont la grande majorité, ce sera précisé, mais la très grande majorité du volume des activités. Je parle des transports sanitaires non programmés urgents. Je pense qu'il y a une partition à faire, et je pense très clairement, pour parler trivialement, il y a à manger pour tout le monde, en quelque sorte. Et il faut le faire d'autant plus qu'on n'est plus maintenant dans une période où on peut se contenter de dire plus de demandes, allez, moi je veux plus de moyens parce que je veux grandir. Ça c'est fini. Donc oui, que cette réforme, qui a beaucoup d'aspects abstraits, soit l'occasion de travailler mieux ensemble, pas simplement de manière incantatoire, on se travaille ensemble, on prend le café ensemble et on s'aime tous, pour être efficient et pour que chacun soit utilisé de la meilleure manière possible. Presque il pourrait être médecin de notre fédération. C'est pas tout à fait loin. Non, plus sérieusement, j'étais un petit peu inquiet au début de ses propos et il m'a rassuré, il s'est bien recadré entre les transports, ce que j'appelle sanitaires non urgents, qui est à 85% d'activité, notre activité. Nous avons 15% de l'activité qui est le transport sanitaire urgent dans le cadre de l'urgence hospitalière. Et là, effectivement, aujourd'hui, avec la crise que nous vivons, qui n'est pas une crise conjoncturelle, je pense qu'on est parti pour un cycle beaucoup plus long, il faut qu'on travaille dans une complémentarité telle qu'on peut le faire. Mais travailler dans cette complémentarité, ça ne veut pas dire d'être l'ascendant ou le descendant un sur l'autre. Il faut que la prestation qui soit donnée, d'un côté comme de l'autre, que le médecin régulateur de l'urgence hospitalière ne choisisse pas son effecteur parce qu'ils sont 3, parce qu'ils sont 2, parce qu'ils ne forment pas. Il faut qu'on ait le même niveau de formation, d'égalité et de démarche. Après, effectivement, on a une complémentarité qui peut se faire. Et quand je vais dans ce sens-là, il y a un endroit où on se retrouve entre les sapeurs-pompiers et nous, c'est l'activité du sapeur-pompier en cas de carence ambulancière. Et effectivement, là, nous avons un véritable travail à faire. Analyser pourquoi ces carences. La carence, ce n'est pas parce qu'on n'a pas appelé l'ambulancier. C'est peut-être parce que le médecin régulateur avait pris une autre option, pour des raisons de 3 personnes, pour des problèmes de visibilité. C'est à nous aussi d'apporter ce niveau d'organisation pour avoir une bonne complémentarité. Et là où je le rejoins totalement, c'est que le corps de sapeurs-pompiers fonctionne souvent en zone rurale par des corps de volontariat. Et on a de plus en plus de difficultés avec cela. Par contre, on pourrait réfléchir nos ressources mutuelles pour dire, sur ces créneaux horaires-là, on peut avoir besoin du transporteur sanitaire parce que nous sommes en carence par rapport à notre mission première qui est le secours. Et peut-être qu'en lui proposant à notre moment de dire, il n'y a pas suffisamment d'activité pour assurer l'intégralité, pourquoi ne pas utiliser les moyens à ce moment-là? Et là, on va vers une véritable optimisation et une meilleure sécurité. Mais cela passe par un degré de qualification, parce que la grande différence que nous avons tous les deux, c'est que nous avons un diplôme d'État qui a plus ou moins de suivi, donc il faut faire ces formations continues. La géolocalisation ne doit pas être un acte de décision, mais ça doit être les yeux du médecin régulateur, que lorsqu'il envoie une mission, il sache ce qui se déroule. Il faut qu'il sache qu'à l'intérieur du véhicule, on est pratiquement sur les mêmes bases d'équipement, sur les mêmes fonctionnements. De façon à ce qu'il n'y ait plus ces distinctions. Et cette mutualisation nous fera gagner tous les deux. Voilà ce que je crois de cette réforme territoriale, voilà ce que je pense à l'organisation. Et comme pour le sapeur-pompier, on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires, on est là pour répondre à un service. Et ce service-là qui, pour nous, pèse à 15%, on est un acteur important, nous devons le garder. Et on doit aller sur ces complémentarités-là. Ce qui me faisait le plus mal, tout à l'heure on parlait de la complémentarité de ce qui se passait par le passé. Souvent le médecin régulateur n'envoyait pas un ambulancier parce qu'il était habillé en blanc avec une voiture blanche.
Mais il suffisait que notre ambulancier, qui est pompier volontaire, mette une salopette bleue dans un véhicule rouge, il faisait l'action. Et lui-même nous rappelait le lendemain matin que notre client qu'on transportait au quotidien a été hospitalisé la nuit. Tout ça n'est plus possible. Économiquement, ce n'est plus jouable. Il faut vraiment retrouver un nouveau critère et c'est ce chemin-là que nous nous efforçons de réaliser. Je peux mettre un tout petit peu les pieds dans le plat? Non, mais s'il y a une question, je vais laisser la question. Il y a une question en face de nous? Non. Mais mettez les pieds dans le plat, docteur Erdgen. Mettez les pieds dans le plat, allez-y. J'ai cru qu'il y avait une question, c'est pour ça que... Visiblement non. Non. Je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai quand même précisé les points sur lesquels j'ai une petite divergence. De notre point de vue, nous on ne part pas quand le médecin régulateur nous dit qu'il faut partir et on ne reste pas à la caserne quand le médecin régulateur dit qu'on reste à la caserne. Je vais quand même le dire. Ce ne serait pas honnête de ne pas le dire. Je ne vais pas tenir un discours sur un opérateur qui n'est pas à la table. Je voudrais juste dire que la définition du périmètre de nos missions, elle relève des services d'incendie et de secours, et que la régulation médicale, elle relève des SAMU. Et que définir le périmètre de la mission, ce n'est pas uniquement de la régulation médicale. Ça a été dit ce matin, je ne vais pas revenir dessus. Mais l'action qui consiste, premièrement, à définir in abstracto à quoi on sert, à quoi il est adéquat d'utiliser nos ressources, et concrètement, au quotidien, dans le pilotage de l'action qui consiste à dire « hop, j'ai un appel, ça correspond à ce qui concerne mes missions, j'y vais ou j'y vais pas », c'est en premier lieu, le boulot des services d'incendie et de secours. Je vais revenir tout de suite sur le rôle de la régulation, tel qu'on le voit. Mais c'est en premier lieu notre boulot. Ça, c'est pas de la régulation médicale. Ça, c'est de l'analyse, du traitement, de l'alerte. Il a été expliqué ce matin par le médecin-chef de la brigade. Les travaux qui sont, c'est plus que des travaux, c'est aujourd'hui des solutions opérationnelles qui ont été faites conjointement avec les SEM et les sapeurs-pompiers et qui permettent de mener cette action-là. La régulation médicale qui est le fait du SAMU et que nous n'entendons pas modifier, c'est une analyse médicale de énormément de situations dont 90% ne sont pas des opérations de secours. Et cette analyse médicale, effectivement, elle revient du SAMU. Et que, assez souvent, le SAMU est amené à solliciter des moyens. Des transporteurs sanitaires, des sapeurs-pompiers. Et oui, dans ce cas-là, bien sûr, que le SAMU va dire « Tiens, je vais me tourner des associations agréées ». Et que là, quand on vient nous solliciter parce qu'on n'a pas pu avoir l'organisation pour que un transporteur sanitaire le fasse, je vais dire un ambulancier. Un jour, un ambulancier m'a dit « Arrêtez de nous appeler transporteurs sanitaires, c'est moche. Appelez-nous les ambulanciers, c'est notre métier. » Bon. Et là, on n'a pas envie de faire leur boulot. Parce qu'il y a une réalité économique qui est celle d'opérateurs privés, qu'on comprend parfaitement, parce que la réalité économique, on l'a subie aussi. Et moi, je comprends parfaitement qu'un opérateur privé qui a des investissements, qui a des salaires à verser, il ne le fait pas à travers une collectivité publique, il le fait directement à travers une entité dont en général il est personnellement responsable. Donc je redis ce que j'ai dit, la partition entre les missions, elle fait de la place à chacun. Nous ne faisons pas exactement la même chose. Moi je ne suis pas favorable à ce que les sapeurs-pompiers réduisent la voilure de leurs engins et fassent des VSAV avec 2 sapeurs-pompiers, je le dis, la fédération n'y est pas favorable. Je ne suis pas favorable qu'on joue sur un terrain qui n'est pas le nôtre et qu'on vienne brouiller les pistes. Voilà quelques éléments du pied dans le plat. Alors, sans mettre les pieds dans le plat, puisqu'on ne va pas se jouer comme cela, mais je vous rejoins. Je vous rejoins quand c'est votre mission, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait la différence entre le secours et l'urgence préhospitalière, parce que chacun doit rester dans son critère. Et il est tout à fait normal que quand vous êtes dans votre mission de secours, que vous ne restiez pas à la caserne, que vous partiez, que vous faisiez votre mission telle que vous devez la faire. Mais à ce moment-là, c'est votre mission, ce n'est pas à moi santé de la rémunérer. C'est-à-dire que je ne vais pas demander une rémunération par le centre hospitalier, je parle pour le cadre de la carence, c'est là notre grande différence. C'est à ce moment-là qu'on dit non, là on n'est plus d'accord. Soit c'est votre métier,
vous avez votre budget territorial, vous avez le fonctionnement, on est dessus, mais on ne va pas chercher un complément d'activité. Au même titre que je trouve tout à fait normal que lorsque vous intervenez dans le cadre de l'urgence préhospitalière, qu'à ce moment-là, quand on a défini les points et que vous intervenez en carence d'un acteur, il y ait une rémunération qui soit faite. Ça, c'était le chemin d'avant. C'était ce qui est parti. Mais par contre, ça nous a permis de démarquer un peu les lignes. Par contre, en démarquant les lignes, si on fait deux cercles, on a une partie commune qui se retrouve à l'intérieur. Et c'est ce côté-là qui m'intéresse. Le reste n'a pas d'importance, et vous avez raison. Le reste, l'important, c'est que comment on est capable, avec la crise que nous vivons, d'optimiser la réponse aux citoyens et d'optimiser nos moyens. Parce qu'on n'a plus les moyens de mettre une ambulance ou un sapeur-pompier derrière chaque patient, ce n'est pas possible. Les échanges sont à mon avis assez intéressants. On se rend bien compte que ce n'est pas le lieu pour les résoudre et qu'on aurait besoin de s'installer pendant les 3 jours tous ensemble et puis avec d'autres personnes pour les résoudre. Madame Merly, vous avez ouvert cette table ronde. Je vais vous demander de la alors peut-être pas de la fermer, mais en tous les cas d'essayer de nous éclairer. Moi j'ai une question qui est une question de citoyen. Est-ce qu'une réforme territoriale est un bon endroit, est un bon moment pour se pencher sur ces questions, sur ces zones alors, qui ont été définies comme étant les zones communes, considérant qu'il y a des zones bien définies qui appartiennent à telle ou telle organisation. Est-ce que la réforme territoriale est la bonne opportunité ou est-ce qu'on doit en attendre une autre ? C'est une très bonne opportunité. On vient d'assister là à une discussion très intéressante qui montre bien aujourd'hui que des organismes qui auraient pu être antagonistes sont à la recherche du lien commun, de la capacité à travailler ensemble au mieux de l'intérêt collectif, c'est-à-dire de nos concitoyens. On sait, on comprend que la discussion est déjà engagée. Elle va nécessiter, bien entendu, du travail. Tout n'est pas rose, tout ne va pas être facile. Mais je suis persuadée qu'on va pouvoir trouver des solutions parce que nécessité oblige. La nécessité, c'est la situation économique. Et plus, nous avons là une opportunité, c'est justement cette réforme territoriale qui va peut-être nous permettre de voir comment passer des difficultés que nous n'aurions peut-être pas pu passer si simplement nous étions face à la difficulté économique. Ces changements sont en cours et moi, le privilège de l'âge, après 43 ans d'avoir servi dans le secteur public, moi je suis très heureuse d'assister aujourd'hui en tant que présidente d'association à des évolutions fondamentales qui me font beaucoup espérer dans les années qui viennent que finalement des vieux débats qui sont restés conflictuels pendant des années, aujourd'hui les gens se disent mais c'est idiot qu'on soit dans le conflit, est-ce qu'on ne peut pas se mettre autour d'une table et essayer de trouver ensemble des solutions? Eh bien, vous voyez cette discussion-là, c'est un début d'esquisse, de compréhension mutuelle qui doit permettre d'aboutir à des solutions. Donc la réforme territoriale vient à propos, comme d'ailleurs, je dois le dire, cette exposition, Expo Secours, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? C'est une excellente idée. Nous sommes tous nombreux à avoir dit, mais c'est une excellente idée et nous y participerons parce que justement, c'est la preuve qu'on peut mettre finalement dans une enceinte des gens qui peuvent être concurrentiels les uns les autres, mais qui d'un autre côté travaillent dans une communauté d'intérêts et in fine, l'intérêt, c'est celui d'une population. Moi, je redis que nous avons la chance dans ce pays d'avoir une organisation des secours qui est exceptionnelle. Les gens viennent du bout du monde pour les voir fonctionner. Demandez au patron de la brigade des sapeurs-pompiers. Il a des délégations qui viennent de Chine pour voir comment ça fonctionne. Demandez au président de la fédération. Demandez aux associations. Les grandes associations vous diront que les étrangers viennent voir comment fonctionnent nos associations ici. Donc nous sommes à tous les niveaux et sur les professionnels, c'est pareil. Nous avons l'immense chance d'avoir un dispositif formidable, mais il faut qu'on le sache, il faut le dire. Et je crois que ce qui est aujourd'hui Secours Expo montre bien qu'on est mûr pour des discussions entre des gens qui au départ n'ont pas les mêmes intérêts, mais qui in fine cherchent à fonctionner au mieux parce qu'il y a nécessité oblige, c'est l'économie, et opportunité de la réforme territoriale,
Les deux mixés devraient nous permettre de trouver des solutions là où il reste encore des problèmes. Ben bien, on ne va pas résoudre tous les problèmes, il ne faut pas faire d'angélisme. On ne va pas les résoudre en un jour. Mais on est sur le chemin de pouvoir les résoudre alors qu'on ne pouvait pas le faire il y a plusieurs années. Moi, je constate qu'il y a une évolution très grande. Quand je parlais tout à l'heure du dialogue entre les associations, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Moi, il m'arrivait d'être obligé de réunir les uns et les autres pour les mettre d'accord. On passait beaucoup de temps à ça. Ça, c'est fini. Ce temps-là, il est passé, il est révolu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Qu'est-ce qu'on fait pour associer les citoyens? Le vrai problème aujourd'hui, il est plutôt de se préoccuper de savoir comment on peut associer nos concitoyens. En fait, ce qui nous reste à faire, c'est mettre en fonctionnement cet article, enfin ce qui est écrit dans le préambule de la loi de modernisation de sécurité civile. Dans ce préambule, il est écrit que la sécurité civile, c'est l'affaire de chaque citoyen. Or, aujourd'hui, je crois que les professionnels, je mets professionnels avec tous ceux qui travaillent dans les activités qui agissent en professionnels de la sécurité civile, peuvent dialoguer entre eux, trouvent des solutions. Il nous reste à construire quelque chose aujourd'hui où là on est très en retard par rapport aux autres pays, c'est associer les citoyens et à leur donner la possibilité de devenir des citoyens actifs de leur propre sécurité civile et de celle de l'ensemble de nos concitoyens. Merci Madame Merli. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, moi je suis ambulancier en Loire-Atlantique. On parlait de géolocalisation ce matin. C'est formidable ce que je viens d'entendre, me conforte dans ce qu'on essaye de réaliser en Loire-Atlantique, puisque si je ne m'abuse, au niveau européen, nous sommes le pays qui a le plus grand nombre de véhicules de transport sanitaire d'Europe, si on inclut les VSAV, les ambulances privées, avec entre autres sur l'arrêt cardio-respiratoire des chiffres qui sont quand même pas terribles, on est à 4%. Tout simplement parce que je pense qu'on ne travaille pas assez sur la géolocalisation et il faut mettre le patient au milieu de tout ça, quelle que soit la couleur du véhicule, qu'il soit blanc ou rouge, et là je suis tout à fait d'accord, on le voit, sur notre département, ça fonctionne, le SAMU Centre 15 déclenche le véhicule le plus près du lieu de l'intervention, pour l'instant les VSAB ne sont pas encore géolocalisés, j'espère qu'ils le deviendront, on voit bien le nombre de véhicules qu'on a et le nombre de kilomètres qu'on parcourt à vide quand on a déposé un patient pour rentrer à la base, parfois 70 km. Et ces véhicules-là sont sous-exploités dans l'urgence préhospitalière. Bien sûr, je rejoins Thierry, il faut renforcer la formation, il faut avoir un cahier des charges bien précis sur le matériel embarqué, etc. Mais ça fonctionne. Là, j'ai l'exemple du mois dernier, les 2 arrêts cardio-respiratoires pour ce qui a été des ambulanciers privés qui ont été récupérés à 35 km des bases des entreprises, tout simplement parce que le véhicule passait à proximité des lieux. Et là, je crois vraiment qu'on a un maillage extraordinaire et peu importe la couleur du véhicule, soit rouge, blanc, le patient, il y a des prises en charge, on sait très bien, sur l'AVC où les minutes comptent, l'arrêt cardio-respiratoire, les minutes comptent, et peu importe, la politique du guet armé a fait ses preuves dans les pays du Nord-Amérique. Eh bien, on a mieux que ça, on a un maillage de véhicules, il faut l'exploiter. Je peux parler ? Moi, je lance un appel. Alors, c'est pas un appel, c'est un appel qu'on a déjà exprimé, mais je vais le dire sous cette forme. Rejoignez-nous dans des plateformes uniques. Moi, je suis très content que les ambulanciers soient dans les centres 15. Mais le jour où ils seront dans les centres uniques opérationnels, avec les sapeurs-pompiers aussi, là, on aura un outil de plus. Je ne dis pas venez chez nous et pas chez eux. Je dis venez tous, ou venons tous, ou allons tous, je vais vous laisser parler, allons tous au même endroit. Ça ne suffit pas, mais c'est un très bon outil. Si on veut avoir une doctrine commune, et on est en train de la bâtir, cette doctrine commune, si on veut avoir une doctrine commune qui passera par du pragmatisme et par envoyer le moyen le plus efficient au moment venu, si on veut articuler correctement les choses, cessons de dire « Ah oui, mais vous comprenez, moi c'est très spécial, il faut que je sois chez moi. » Non, faisons-la cette maison commune. D'accord ? Venez avec nous. Et je dis ça aux ambulanciers, comme je dis ça quand ils sont là, aux gens des SAMU.
Et puis si ça se fait chez vous, ça se fait chez vous. Si ça se fait chez nous, ça se fait chez nous. Faisons-le au même endroit et ne brouillons pas les pistes. On a chacun notre métier. On va continuer à faire chacun notre métier, mais avec une doctrine partagée. Et en le faisant ensemble, on le fera beaucoup mieux qu'avec je ne sais quel lien virtuel. Faisons ces plateformes communes, fondons les 3 numéros avec le 112, le 18, le 15, mais aussi le 17. Et on travaillera, je pense qu'on travaillera bien. Monsieur Schifano, je vous laisse le mot de la fin. Ne le gâchez pas, hein, c'est vous qui l'avez. Merci. Alors, il m'a un peu coupé l'herbe sur les pieds, parce que la position que nous défendons va sur une plateforme commune. Et ce n'est pas le sujet. Par contre, nous la souhaitons virtuelle. Parce qu'à un moment donné, on peut être tous côte à côte à des milliers de kilomètres avec ce qui se passe aujourd'hui. Et on fait la démonstration que chaque coordinateur, virtuellement dans la même salle, mais chacun a sa propre autonomie. Ce qui évitera les petites tensions qu'on a pu rencontrer les uns et les autres précédemment. Et peut-être que pour aller sur cette plateforme unique dans X temps, passons par cette virtualisation de nos relations déjà. Aujourd'hui, ça fonctionne et ça ne fonctionne pas si mal que ça. Merci beaucoup. On a débordé un petit peu. Je vous remercie tous les trois pour la richesse de ces échanges. Je suis désolé s'il y avait d'autres questions, on n'aura pas le temps d'y répondre. On va à présent passer à une nouvelle table ronde. Madame Merli, je vous libère cette fois-ci. Merci beaucoup. Et nous allons parler d'une force d'intervention européenne ou des prémices d'une force d'intervention européenne. Nous verrons ça avec les 4 intervenants qui vont se présenter maintenant.